On passe au sujet suivant, à la dernière table ronde de la journée, risque et réputation, animée par Benoît Desvaux, directeur général, membre du directoire d'Hopscotch Group et qui est aussi membre du bureau de l'Observatoire de l'immatériel. Donc Xavier Fournet, directeur de l'engagement responsable de KPMG France, Nicolas Sellier, qui est cofondateur de Ring Capital, Philippe Bernard, président du groupe Bouchard, et Dominique Turc, qui est enseignant à Sciences Po, fondateur, président de l'Institut de prospective Boost Zone. Benoît, je te laisse la parole. Voilà, on va parler de réputation et de risques. On en parle beaucoup, de plus en plus. Des risques déjà sur les cours de bourse des entreprises, sur la capacité des entreprises à recruter, sur leur business même. Et en fait, on est dans une période où il y a une prise de conscience que le risque réputationnel est de plus en plus fort. Ça peut partir d'une fake news, ça peut partir d'un emballement médiatique, et bien sûr, ça peut partir d'une réelle crise, d'un réel accident industriel. Et donc, cette réputation, en fait, est un actif, c'est un actif immatériel qui se construit dans le temps, lentement, par la qualité des interactions qui se construisent entre les dirigeants, les produits, les marques et l'ensemble de leur public. Et cet actif immatériel qu'on appelle le capital relationnel, fait partie donc de ces actifs, et c'est probablement celui qui est le moins connu parce que il y a un vieil adage qui fonctionnait encore jusqu'à pas longtemps, qui était que les patrons ils vivaient cachés pour être heureux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont passés par là. Et les entreprises sont de plus en plus obligées de parler à des publics un peu nouveaux pour elles, les ONG, les organisations, les associations sur les territoires, et puis de parler aussi de beaucoup de sujets nouveaux. C'est d'où vient mon produit, par qui il a été fabriqué, comment il a été transformé, qu'est-ce qui va devenir en fin de vie. Bref, tout des tas de nouveaux sujets qui peuvent prêter à des crises. Et donc pour traiter ce sujet donc des risques et de la réputation, donc Jérôme, tu as présenté nos intervenants, donc je vais pas le refaire et je vais commencer par poser une question à Dominique Turc. Vous travaillez et vous avez écrit beaucoup de choses sur les conséquences de la Covid, notamment un livre qui s'appelle À la recherche du lien social perdu et qui est intéressant parce que vous mettez en évidence la crise de lien qui existe entre l'individu et l'entreprise, qui provoque donc une perte de confiance. Et ça nous semblait très intéressant que vous commenciez cette table ronde par un petit exposé de vos travaux. Je dis petit parce que vous pourriez faire une conférence à vous tout seul. Merci. Exposé très court, oui. En fait, la Covid, ça a été un accélérateur. C'est-à-dire qu'on avait déjà avant des vrais enjeux de liens entre, ici, ce dont on parle aujourd'hui, c'est des liens entre l'individu et l'entreprise. Ça, c'est pas nouveau. Et en fait, il y avait déjà une dégradation de ce lien qui avait commencé. Elle n'est pas liée uniquement à l'entreprise. Il faut voir qu'on a aussi un mouvement lent, mais long, de désamour envers les institutions, quelles qu'elles soient. On le voit bien par rapport à l'autorité publique, etc. On a un vrai mouvement de désamour, et l'entreprise n'y a pas échappé. Ce qui s'est passé en plus depuis un peu moins d'une vingtaine d'années, effectivement, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Et alors, c'est une très belle chose, les réseaux sociaux. Surtout, je suis pas du tout de ceux qui condamnent les réseaux sociaux, loin de là. Par contre, il y a des effets pervers. Bon. Et l'un de ces effets pervers, c'est qu'on a sur les réseaux sociaux des gens qui sont des fans de Pierre Dac. Alors pourquoi Pierre Dac? Parce que Pierre Dac disait « je suis contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre ». Et sous ce trait d'humour se cache en fait, alors chez un ado c'est génial, hein, chez un adulte c'est beaucoup plus embêtant parce que ça montre une espèce de « je suis contre de toute façon quoi que vous fassiez ». Autrement dit, à tous les coups vous allez perdre. Ce qui est extrêmement embêtant quand ça se passe sur les réseaux sociaux et que vous avez des milliers ou des millions de gens qui sont capables de reprendre cette idée sur un événement, on pourra en parler tout à l'heure, qui peut ébranler la confiance, par exemple. On a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger depuis aussi une vingtaine d'années à peu près, c'est ce que j'appelle la surdigitalisation des relations, des liens. C'est-à-dire qu'à force de mettre du digital partout, on n'a plus d'humain. Et quand on n'a plus d'humain, que ce soit dans son travail ou en tant que client ou partenaire d'une entreprise, l'entreprise, elle existe moins.
c'est un ordinateur, c'est éventuellement un chatbot dans le coin en bas à droite de l'écran, qui d'ailleurs n'est même pas une personne, mais c'est un robot. D'ailleurs, quelquefois, c'est une personne, mais on ne sait pas. Hein. Bon. Et donc là, il y a une sorte de perte de lien humain, tout bêtement, hein, dans le ras des pâquerettes de ce qu'on peut appeler l'humain. Et c'est d'autant plus désagréable, ceci, que souvent l'entreprise présente une extrême digitalisation comme étant « Ah, mais pour mieux vous servir, cher client, on va supprimer votre interlocuteur ». D'accord, je veux bien, mais là c'est du bullshit total. Et le client le sait, il n'est pas stupide. Il se rend bien compte que quand la banque lui dit maintenant il n'y aura plus de conseiller bancaire, mais vous allez parler avec un chatbot et par Internet, il se rend bien compte qu'on est en train de se fiche de sa figure. On a aussi eu, pour expliquer ce désamour quelque part, des scandales, des graves erreurs de communication. Je pense par exemple au Dieselgate, mais je pourrais en mentionner d'autres tout à l'heure, qui en fait ont laissé supposer que les entreprises se moquaient un peu du monde. Le Dieselgate, c'est un des pires qui soit, hein, évidemment. Évidemment, comment voulez-vous créer de la confiance quand il y a des entreprises d'une telle taille, que ce soit Volkswagen ou Renault dans le cas présent ou d'autres, qui visiblement se moquent de vous. Bon. Alors, la crise du Covid, elle n'a pas aidé là-dedans. Hein. Effectivement, ce qui s'est beaucoup passé avec la crise du Covid, c'est qu'on s'est réinterrogé sur un certain nombre de liens. Le lien entre moi et mon travail, le lien entre moi et mon lieu de travail, très très important, avec le télétravail, on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Le lien entre moi et mes collaborateurs, mon équipe, mon patron, le lien avec mon entreprise, finalement. Et la Covid a amené énormément de nouvelles questions, avec le nomadisme en particulier, mais pas seulement. Ça a aussi amené des questions sur les liens avec mes collaborateurs qui, eux, ne peuvent pas être en télétravail, ou vice-versa. Vous voyez qu'on a recréé des sortes de frictions et de fractures au sein même de l'entreprise. Alors ça a eu tout cela, ce désamour a eu beaucoup de conséquences en fait assez ennuyeuses. La première, c'est que les consommateurs et les clients se méfient de plus en plus. En plus, ils sont aidés pour se méfier par des applis qui les aident à se méfier. Regardez les applis alimentaires ou autres que vous avez aujourd'hui quand vous faites vos courses. Donc on se méfie. Bon, et ça, c'est assez ennuyeux quand même. Deuxième implication beaucoup plus embêtante, c'est qu'on a aujourd'hui des vrais enjeux de recrutement. C'est-à-dire que les entreprises ont du mal à séduire les candidats. Alors, je ne sais pas si la pétition qui avait été lancée par HEC il y a 3 ou 4 ans, où les étudiants disaient « je ne vais pas travailler dans telle ou telle entreprise quand je serai sur le monde du travail ». Je ne sais pas s'il est à 100% respecté aujourd'hui, mais je connais plusieurs boîtes de conseil qui aujourd'hui sont obligées de mettre dans leur feuille de staffing « du schmoll ne veut pas travailler chez Total », par exemple. Bon. Et donc, quand il y a une mission chez Total, on va pas chercher du schmoll. Et là, c'est quand même un problème de staffing qui est pas du tout négligeable, une fois qu'on a quand même réussi à attirer l'individu, ce qui n'est pas toujours gagné. Et puis, fondamentalement, et puis je vais m'arrêter là, je reviendrai sur d'autres points après pour pas être trop bavard, fondamentalement, se pose aujourd'hui, quand on recrute ou quand on est déjà embauché, la question de pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Alors, il y a 40 ans, on se levait le matin pour aller enrichir l'actionnaire, parce que c'était la théorie de Friedman, et il paraît que les gens étaient contents de se lever pour enrichir l'actionnaire et de voir sur le tableau à l'entrée de l'entreprise qu'on avait les meilleures performances. Moi, je veux bien, j'y ai jamais cru, mais bon. Mais aujourd'hui, on se lève pourquoi ? Et donc, c'est pour ça qu'on a une raison d'être. Et si la raison d'être de l'entreprise colle à mes nouvelles attentes de sens, je vais être content d'aller travailler. Si ça correspond pas à mes attentes, je vais même pas postuler pour cette entreprise, voire je vais la quitter pour aller élever des moutons sur le plateau du Larzac. Je reprendrai un peu plus loin tout à l'heure. Non, mais tout ça est très intéressant. J'avais une petite question complémentaire sur vos travaux. Vous avez observé des tas de crises. Vous avez parlé du Dieselgate et vous en avez observé plein d'autres. Est-ce que vous remarquez que les entreprises qui ont qui cultivent leurs actifs immatériels ou qui ont un capital relationnel assez fort, est-ce qu'elles passent plus facilement ces crises, qu'elles soient basées sur des fake news ou des vraies crises liées à des accidents industriels ? J'ai pas de statistiques là-dessus, et ce serait intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une conclusion. Prenons quelques exemples de vraies crises réputationnelles. Bon, il y a eu le Dieselgate, Volkswagen s'en est pas encore remis, Renault non plus. Bon, on a eu récemment une crise extrêmement grave avec la chute de 2 Boeing, 737 ou 67, je sais plus quel numéro, où vous savez que ça, c'est en train de se traduire par une crise réputationnelle pour Boeing, mais beaucoup plus profondément que ça se traduit comme une crise de gouvernance chez Boeing.
Puisqu'aujourd'hui, on met en cause les membres du conseil d'administration de Boeing pour ne pas avoir pris les précautions suffisantes après le premier accident. Bon. Pourtant, c'est une société qui avait un très bon capital de réputation, de confiance. Prenons-en d'autres. Récemment, une organisation, c'est pas une entreprise, qui avait un extraordinaire capital de réputation et de confiance qui s'appelait Sciences Po, en a pris plein la figure parce que son directeur a oublié de faire remonter une information. Bon, vous voyez que là c'est un événement qui est, à notre sens, aujourd'hui majeur, qui ne l'aurait pas été il y a 30 ans. Il faut voir qu'on a une évolution de la culture, il fait qu'on regarde pas les choses de la même manière. Et là, pour Sciences Po, ça a été une catastrophe épouvantable. Et ils ont du mal, aujourd'hui encore, à s'en relever, aussi bien auprès des étudiants qu'auprès du public au sens large. Et puis, je voudrais aller un tout petit peu plus loin ici, parce que dans la question, il y a aussi une dimension culturelle. C'est-à-dire que la réputation dans un pays ou dans un contexte peut s'inverser complètement dans un autre contexte. Bon, vous avez vu qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une petite affaire qui se passe avec la Chine pour Christian Dior. Dior a fait de la pub en Chine ces derniers jours et en mettant en avant une artiste chinoise d'avant-garde, assez chouette d'ailleurs. Ils se disent, ben si, on pousse une artiste. Et donc pour Dior, c'est bien parce qu'il y a un rôle vis-à-vis des artistes, son rôle dans la société. Oui, mais voilà, le Parti communiste n'aime pas du tout cet artiste. Et donc, ils sont en train de faire un scandale. Ils ont forcé l'artiste à s'excuser d'avoir produit des œuvres, en fait. Ils forcent Dior à s'excuser d'avoir mis en avant Enfin, vous voyez bien que là, on a un risque réputationnel sur la Chine. N'oublions pas que la Chine, pour des boîtes comme Dior, c'est absolument capital. Hein. Si le marché chinois les boycotte, c'est une catastrophe absolue. Donc j'ai du mal à répondre à la question dans ce sens-là, parce que ça dépend des événements, des entreprises, des contextes et du moment. Je pense que l'histoire de Sciences Po, par exemple, il y a 20 ans, ce serait pas passé inaperçu, mais il n'aurait pas démissionné pour ça. C'était pas la peine. Aujourd'hui, il ne pouvait plus que démissionner. Voilà. Bon, et probablement que... Moi, j'ai un contre-exemple pour faire un débat, mais il y a Lactalis, probablement que... oui, enfin bon. Si on revient sur le sujet, probablement tout ce que vous racontez amène des entreprises à se transformer d'un point de vue digital, social, environnemental. Il y a une accélération de ces transformations et on dit qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui accompagne ces transformations. Nicolas, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le regard d'un financier, d'un fonds, vous qui avez créé ce premier fonds pour les startups à impact? Comment on analyse ces stratégies de transformation? Comment on analyse la véracité aussi de tous ces programmes qu'annoncent les entreprises? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il y a beaucoup de questions dans ta question. La première, c'est le signe que les financiers s'impliquent. Il est simple, quand on va sur un site de financiers ou d'investisseurs, ils sont tous verts et ils disent tous qu'ils vont sauver la planète. Donc on a de la chance, on est sauvé. Quand on va sur le site des entreprises, elles sont toutes vertes, elles vont toutes sauver la planète. Donc je pense que là c'est la bonne nouvelle depuis les 5 ans, c'est on va être sauvés, les financiers, les entreprises s'y mettent tous. Donc c'est bon. Non, c'est vrai que l'autre signe, et vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même le digital. Alors ça, moi je suis un peu monomaniaque, on investit en digital, mais c'est vrai que donne des solutions qu'on n'avait pas avant pour résoudre des nouveaux problèmes. Et le digital, sous l'accompagnement, sous cette nouvelle génération de citoyens qui s'engagent par leur talent, en disant moi je vais donner mes journées de travail à des gens qui s'engagent, qui changent le monde, au moins qui vont dans la bonne direction. En tant que consommateur, ça vaut ce que ça vaut, mais je vais plutôt choisir de consommer des gens qui sont près de chez moi, qui limitent les crédits carbone, qui ont des marques qui respectent la planète et la personne humaine. Et en tant qu'investisseur, on le voit avec les records de collecte d'épargne solidaire qui trouvent pas tellement d'ailleurs où s'investir, ça c'est un autre sujet, mais on voit qu'il y a aussi l'investisseur, les citoyens en tant qu'investisseurs commencent à dire c'est maintenant que je veux changer. Je pense que et même s'il y a beaucoup de bonnes intentions encore, on se rend compte que notre dernière chance, c'est là où les États ont échoué en grande partie, là où les associations ont aussi un grand rôle, mais on leur limite. Il reste un point énorme d'impact qui est le champ de l'entreprise. Je pense qu'on commence à toucher ça du doigt, et c'est vrai qu'on commence à avoir des nouveaux acteurs qui se disent bah tiens, moi quand je m'appelle Too Good To Go, que je récupère les invendus le soir et que je les vends pas cher, je peux à la fois limiter les déchets et donc la consommation, mais aussi donner accès à des gens qui n'ont pas les moyens d'aller chez le boulanger. Veut dire, on peut en innovant par le digital résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre avant, mais en se mettant dans une dynamique de
comment est-ce que je peux aligner le business et l'impact que j'ai pour maximiser l'impact et trouver le meilleur alignement. On peut trouver des solutions si on se met en marche. Après, comment on mesure ça? C'est toute la clé c'est vrai que c'est toute la clé, c'est tout le piège, c'est tout ce mouvement-là qui reste d'être noyé, de se faire tuer par le greenwashing ou le social washing. Comment on mesure ça? C'est simple, il y a des intentions, il y a des actes, et in fine, c'est là où la mesure d'impact est colossale pour rester concret. C'est quel impact j'ai concrètement sur les problèmes que je veux régler, et comment je mets en marche, comment je trouve cet alignement maximal entre le business, mon rayonnement, ma marque et mon impact. Voilà, il y a pas mal de solutions. Il y a des sujets qui sont d'aligner aussi les rémunérations. C'est vrai que c'est con à dire, on n'en parle pas, ou très peu, mais si je dis, ouais, je vais changer le monde, mais by the way, votre bonus, il se fait sur votre PNL en fin d'année, c'est pas la meilleure façon d'y arriver. En revanche, si on se dit, tiens, quels sont les KPI qui me permettent de dire, voilà, typiquement, quand mettons, je suis un distributeur d'eau, quand je lis comment j'ai des indicateurs de limitation d'utilisation du plastique, ou comment je trouve des KPI plutôt à impact ou positif, le plus aligné avec mon business pour pas avoir arbitré l'un ou l'autre, comment est-ce que je fais pour emmener les rémunérations sur des critères qui prennent aussi mon impact positif et long terme. Philippe Bernard, donc moi j'avais envie de vous entendre sur la manière dont vous transformez votre groupe. Peut-être que vous pouvez redire deux secondes sur votre groupe, parce que c'est pas en une phrase comme ça qu'on peut savoir qui se cache derrière ce groupe que vous dirigez. Et vous avez, je crois, mené votre stratégie de transformation en vous appuyant sur les actifs immatériels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors tout à fait, pour faire un peu d'histoire, le groupe au démarrage, c'est Monsieur Bouchard, donc le groupe Bouchard, Monsieur Bouchard existait, qui était maréchal ferrant. Mon père qui l'a rejoint était aussi maréchal ferrant, et ils ont suivi l'évolution du monde agricole, puisque nous sommes concessionnaires de machines agricoles au démarrage. Et puis mon père, qui a pris la direction du groupe, a dirigé le groupe, je dirais, d'une main de fer, comme ça se faisait à l'époque, et lui décidait tout seul. Je l'ai remplacé, j'ai appliqué les mêmes méthodes, et ce qu'on m'a souvent reproché d'ailleurs, mais on a réussi à développer le groupe. Et puis en 2018, j'avais 61 ans, j'ai pris conscience qu'il fallait que je transmette, parce que j'appartiens à l'entreprise, mais l'entreprise m'appartient pas sur le fond, parce que ça vit une entreprise. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer le cabinet Stratera avec lequel nous avons commencé à travailler sur comment transmettre, comment aller plus loin. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais plus tout faire tout seul, et que celui qui allait succéder dans les années futures pouvait pas répliquer ce que je faisais. Donc, comment j'avais vécu pendant toutes ces années. Donc, on a mis en place un COMEX avec les directeurs de filiales. Nous avons mis les directeurs support, direction support, RH, marketing et finance. Et nous avons commencé à travailler ensemble. Derrière ça, on s'est dit, effectivement, il faut une colonne vertébrale, il faut un support pour nous aider à avancer. On ne peut plus travailler qu'avec le RCAI ou avec le BFR. Il faut aller un peu plus loin. Donc, le cabinet Stratera nous a fait un audit capital immatériel. Je dois dire que lors de la restitution, on a été un peu surpris, beaucoup surpris, pas mal descendu de notre piédestal, parce que là, à cette époque-là, 2018, on faisait 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était 200 personnes à peu près. Et puis là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on se prenne en main et qu'on avance. Donc on a choisi quatre capitaux, je dirais. Le capital humain et le capital client, et le capital organisation et le capital savoir. Là-dessus, nous avons voulu renforcer notre compétence managériale et commerciale, parce que nous sommes avant tout des commerçants. Là pour le coup, c'est vraiment notre raison d'être. Si on fait pas de commerce, on n'existe pas. Donc, comment être plus
meilleure. Voilà. Et puis, au niveau organisation, on a mis en place un projet d'entreprise qu'on a appelé à l'époque CAP 2023, avec un objectif très ambitieux qui était de passer de 75 millions en 2018 à 123 millions en 2023. Quand on a mis en place ce cap qui veut dire compétence, ambition, proximité, c'est de l'utopie, on va pas y arriver. Et puis en travaillant ensemble, en mettant en place ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, avec un indicateur, enfin un système qui nous appartient et qui s'appelle First Pilot, en harmonisant nos pratiques entre toutes les sociétés, toutes les filiales du groupe, parce qu'aujourd'hui on est 8 filiales, je dois dire que on est dans notre trend, on va y arriver, puisque l'année dernière on faisait 100 millions et au 31 mars, et puis cette année on va avoisiner les 110, 115 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment avec ça. Notre leitmotiv, c'est vraiment développer la performance. Parce que vous parlez du relationnel, autant à l'époque de mon père, le relationnel avec les partenaires existait. On avait vraiment des relationnels humains. Aujourd'hui, on travaille avec, nos partenaires sont des grands groupes leaders mondiaux où les stratégies sont des stratégies mondiales et où le relationnel n'existe plus. C'est même quelque part banni ils ont une stratégie mondiale, point barre, quoi. Il doit appliquer la stratégie. Et en fait, seule la performance protège. Et peut protéger durablement. La performance peut amener la confiance. Mais par contre, si on dérape, on s'aperçoit que la confiance, elle tombe très vite, donc il faut faire extrêmement attention. Ça a été pour nous un vrai booster de mettre tout ça en place, et je dois dire qu'aujourd'hui, nos partenaires sont satisfaits, mais je vous dis encore une fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Et pour les actionnaires, c'était votre question aussi, nous, c'est un groupe familial, donc le groupe est la propriété de la famille, et on travaille sur le temps long et sur le long terme. On n'a pas donc aujourd'hui, on se développe et on travaille pour l'avenir. Et encore une fois, c'est la transmission pour demain. Merci. Xavier Fournet, dans ce contexte où tous les métiers évoluent, le vôtre aussi évolue, votre métier, c'était surtout de regarder les indicateurs financiers. Et aujourd'hui, il y a tout un nouveau paquet de nouveaux indicateurs à regarder. Il y a la démarche légale qui évolue d'année en année. Et puis, on en parlait ce matin sur les évolutions futures. Mais vous avez une solution propre, innovante. Tu nous en dis un peu plus ? Oui, bien sûr. On a deux métiers. Et on voit que ces deux métiers sont profondément impactés par l'ensemble de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire l'arrivée de cette vague ESG sur les entreprises. Le premier métier, c'est d'accompagner les entreprises de toute taille, de tout type, dans leur transformation, dans leur vie, dans leur naissance, dans la croissance et aussi dans la phase de transition. Vous l'avez parfaitement décrit. Et puis le deuxième métier, vous l'avez rappelé Benoît, c'est de donner une assurance sur un certain nombre de données financières et aujourd'hui extra-financières. Donc on est à la fois, on accompagne la transformation et on est tiers de confiance. On reviendra sur ce mot confiance parce qu'il a vraiment de l'importance, notamment pour également notre réputation, et c'est le sujet de la table ronde. On est tiers de confiance vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes des entreprises qui nous font confiance, évidemment. Donc, on voit bien que sur ces deux sujets-là, la transformation ESG, eh ben oui, nos métiers vont l'accompagner et c'est pour nous une formidable perspective de développement. Et le deuxième champ des possibles, qui est aujourd'hui un champ clairement financier, et on donne quoi? De l'assurance. On est des assureurs en données financières. C'est exactement ça. Et nos clients nous rémunèrent avec une prime chaque année pour faire un certain nombre de diligences et pour qu'on donne de l'assurance sur les données financières. Et il se trouve que demain, ce champ des possibles va doubler. C'est-à-dire qu'on va nous demander de regarder les données financières, mais aussi les données extra-financières. Donc on est là sur un spectre
de nos métiers qui est totalement transformant, je viens de le dire. Le deuxième, peut-être la solution aujourd'hui qu'on propose aussi à nos clients, c'est que au-delà de donner de l'assurance, au-delà de les accompagner, on va les aider aussi à calculer. C'est-à-dire comment calculer la contribution extra-financière des entreprises. Pas facile. Alors, il y a un certain nombre de régulateurs qui étaient avant nous dans les tables rondes qui vont évidemment s'y pencher. Et il se trouve que nous, chez KPMG, en tout cas en France, on a découvert, KPMG c'est un grand réseau mondial, on est présent dans 130 pays. Et en France, on a découvert que il y a quelques années, aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas sont très en avance sur ces sujets, notamment sociétaux, environnementaux, un certain nombre d'équipes de KPMG avaient développé une méthodologie qui s'appelle True Value et qui consiste en fait à valoriser les externalités positives et négatives d'une activité en plus des KPI financiers. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va calculer une valeur globale, financière, extra-financière, et vous voyez bien que le return sur investissement de cette valeur globale peut être totalement différent qu'un return totalement financier. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des décisions seront d'ores et déjà, dorénavant prises sur un return global, et une décision sur un return global peut être totalement différente qu'une décision prise uniquement sur des critères financiers. Juste, je termine en cela. On a travaillé pour le groupe Nestlé qui s'interrogeait sur le maintien d'une usine qui fabriquait de la purée mousseline dans une région française. Alors évidemment, sur la base des KPI financiers, on intuite que l'usine avait vraisemblablement une durée de vie assez limitée, voilà, compte tenu de tout l'environnement économique que vous devez vivre également dans les territoires. Et puis, en fait, on a été regarder, finalement, cette usine, combien de personnes elle faisait vivre autour, qu'est-ce qu'elle rapportait en taxes à la collectivité, on la soustrait, combien d'agriculteurs elle faisait vivre. Les agriculteurs, ils n'étaient pas loin. Donc, pour faire venir les pommes de terre, autrement, il aurait fallu prendre des transporteurs qui consomment du carbone. Bref, on a remis ça dans une équation, hein, et on a pu démontrer que finalement, au-delà du coût économique de l'usine, il y avait des externalités positives qui étaient bien plus fortes que des externalités négatives, qu'on a soustrait du coût, et finalement, on a montré, parce qu'aussi Nestlé avait intégré ça dans son mindset et a accepté d'avoir ce raisonnement-là. Et c'est là où il y a une vraie transformation dans les choix. Et on a montré que le maintien de l'usine dans cette géographie-là était forcément une bonne option, et elle a été prise par Nestlé. Donc, vous voyez, donc, ce qu'on montre, c'est qu'en intégrant ces KPI extra-financiers, on arrive à changer les décisions. Et ça, je crois que c'est une vraie transformation. Elle est là, la transformation. Merci. Nicolas Célé, on parle de nouveaux indicateurs extra-financiers. Est-ce qu'ils sont en pleine évolution? Est-ce que la qualité de ces indicateurs, on peut imaginer demain encore meilleure, peut être un levier pour recréer de la confiance entre l'actionnaire et l'ensemble des parties prenantes et l'entreprise? Oui, il y a la qualité des indicateurs, mais il y a ce qu'on en fait. On peut être avec les indicateurs comme les vaches qui regardent passer le train, quoi, faire des beaux rapports, mettre plein d'indicateurs. Mais si on n'en fait rien, ça sert à rien. Et c'est vrai qu'il y a toute une... je pense que le sujet, et on le voit avec l'essai, c'est comment intégrer le plus possible ces indicateurs, mais les aligner avec son activité. Et si on a d'un côté des indicateurs, mais que l'impact est divergent du business, on n'y arrivera pas. Je pense que la clé, c'est d'aligner. Il y a des sociétés, on voit de l'eau en plastique, là, il y a des sociétés typiquement comme Castelli qui fait des fontaines à eau, qui distribue des bouteilles en verre et des kits. L'entrepreneur est un gars qui est engagé contre le plastique. Dès qu'il vend une fontaine à eau Castelli, il y a 600 bouteilles qui sont évitées. Donc l'indicateur, qui était la raison d'être, la raison même de la création de son entreprise, il est au cœur même de son activité. Un chiffre d'affaires, 1 euro de chiffre d'affaires, c'est X centimes de plastique évité. Il y a un autre exemple, on est actionnaire d'une société qui fait d'auto-école en ligne, enfin partie en ligne, et on leur dit, mais plutôt que si tu prends 5% de ton budget Google qui sert à les clients, et si tu le mets
pour utiliser ton expertise, ton savoir-faire au profit de la communauté. Typiquement, on les a présentés aux orphelins d'Auteuil. Il dit, si tu prends les profs d'auto-école que tu mets à disposition de personnes qui ont besoin du permis et qui n'ont pas le moyen de la faire pour travailler, et ton rayonnement, ton impact en communication pour tes collaborateurs et les profs d'auto-école à qui tu donnes du sens, il est colossal. Ton rayonnement dans la cité, il est potentiellement beaucoup plus important en actif immatériel, en réputation, que mettre 10 € de plus sur Google. Donc c'est vrai je pense qu'on a, le sujet c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et je pense il y a un peu, tu parlais du digital tout à l'heure, c'est un peu la même façon. En 98, les gars regardaient le digital, on dit ça sert à quoi le digital? Puis on dit le digital, c'est vendre sur Internet. Puis il y a des gens comme Fnac ou Accor, ils disent on va mettre .com derrière, et comme ça on passera pour des startups et ça fera monter le cours de bourse. Aujourd'hui, il y a aussi un peu la même tentation de dire, il y a des gens qui disent c'est bien, on va mettre un site vert, une raison d'être, et puis on va mettre la responsable RSE à la com. Et il y a d'autres, je pense que le vrai enjeu, il dit, ça c'est un point de départ, mais c'est de la même façon que les gagnants du digital sont ceux qui l'ont mis au cœur de leur pratique, au cœur de leur métier, qui ont mis du digital partout et pas juste sur un site. Je pense que les gagnants de cette prochaine vague, qui est colossale, qui est bien plus forte et bien plus puissante que la vague du digital, sont ceux qui mettraient ces indicateurs et leur pratique à l'alignement au plus profond de leur stratégie, de leur business. Xavier, juste pour revenir sur toujours ces indicateurs, on a parlé beaucoup des travaux de l'EFRAG, il y a la plateforme Impact d'Olivia Grégoire. Donc, un des sujets de ces grands chantiers, c'est la comparabilité des données, la comparabilité, pouvoir comparer les stratégies de transformation des entreprises. En un mot, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ce que... En fait, nous, on le voit bien, en tout cas chez KPMG, on a vu arriver les normes comptables et au début, chacun avait sa norme. Donc, personne ne se comparait. Il y a eu un effort international. Et là, la très très bonne nouvelle, alors peut-être que la COP26 a été, je dirais, un insuccès partiel pour beaucoup d'observateurs. En tout cas, la seule bonne nouvelle, enfin moi, nous, ce qu'on en a vu, c'est que la COP26 s'est accordée pour donner mandat à l'EFRAG, qui est une autorité de régulation européenne, pour déterminer les indicateurs et pour faire en sorte que... et donc, les pays membres de la COP26 ont accepté de prendre ces indicateurs une fois qu'ils auront été déterminés par l'EFRAG et endorsés par la Commission européenne. Donc là, on va pouvoir maintenant compter de la même façon pour toutes les entreprises, et donc se comparer et pas avoir un petit peu aujourd'hui le shopping qu'on a où vous aviez raison, tiens, je me déclare net zéro carbone, après on dit à contribution positive, après à contribution négative. Alors donc il y a plein de termes comme ça qui sont pas définis, et donc on voit bien que oui, il y a un peu de green shopping qui est en train de se faire, et tant mieux si on a des indicateurs bien précis et reconnus par tous les pays. Philippe Bernard, comment on fait quand on est entrepreneur avec tous ces indicateurs qui arrivent de partout, et est-ce qu'on arrive à valoriser ceux sur lesquels vous travaillez, qui sont vos actifs immatériels? Est-ce qu'ils parlent aux parties prenantes? Complètement, parce que pour nous, c'est devenu vraiment notre colonne vertébrale. Et en fait, on a orienté l'organisation de l'entreprise, on a orienté notre stratégie par rapport au capital immatériel. Et c'est pour nous, on a vraiment changé de méthode de travail en travaillant beaucoup plus avec le COMEX, avec les managers intermédiaires, et ça a vraiment donné du sens, je dirais, à l'évolution du groupe. Donc pour nous aujourd'hui, je dirais, c'est facile. On se dirait presque pourquoi on ne l'a pas su plus tôt, on ne l'a pas fait plus tôt, bien évidemment. Mais pour nous, c'est vraiment, une colonne vertébrale, un garde-fou de notre stratégie, et on sait où on va. Juste revenir sur ces sujets au cours de cet échange. Donc cette réputation très fragile, vous m'aviez parlé dans notre échange pour préparer cette table ronde, de vos questionnements sur les systèmes de résilience des entreprises, et de savoir si donc elles étaient résilientes ou si cette réputation a été bâtie sur un château de cartes, comme un château de cartes.
Juste pour relancer le débat, et parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est juste et puis reprenez des éléments que vous avez eus sur les discussions. Je pense que la conversation qu'on vient d'avoir est extrêmement intéressante et extrêmement riche justement sur ces points. Moi j'ai l'impression qu'en gros il y a encore quelques années, on avait un lampadaire qui éclairait et qui nous donnait un certain nombre de données, les données financières, et on cherchait nos clés sous le lampadaire parce que c'est là qu'il y avait de la lumière. Bon. Et d'un seul coup, il y a plein de lampadaires qui se sont allumés. Presque trop d'ailleurs, parce que du coup, on sait plus du tout où regarder, comment regarder, et on sait que les lumières de ces lampadaires ne sont pas tout à fait exactes. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont même contradictoires quelquefois les unes par rapport aux autres. Et on comprend bien que ce soit difficile, parce que par exemple, si je prends un truc tout bête qui est le bilan carbone d'une entreprise, à quel endroit est-ce que je vais prendre ces intrants et le bilan carbone de ces intrants et le bilan carbone des intrants. On voit bien qu'on s'en sort pas. Ce qui veut dire qu'on va avoir, avec tous les nouveaux indicateurs, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, ils seront tous plus ou moins bons, on va avoir des conflits. On va avoir des enjeux où certaines parties prenantes ne seront pas d'accord avec l'indicateur qu'on a pris. Bon. Et en fait, ça nous amène à la vraie question qui est celle des parties prenantes. Qui regarde l'indicateur ? Qui porte un jugement sur ce que fait une entreprise? Qui est une partie prenante par rapport à ça? Le citoyen étant de plus en plus une partie prenante importante. Moi, je trouve qu'il y a trop de bouteilles en plastique sur cette table, et donc je m'interroge. D'accord? Bon, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé cet exemple. Mais c'est quoi une partie prenante aujourd'hui? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que ce sont des ONG? Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que c'est une forêt? Est-ce que c'est un fleuve qui bientôt auront des personnes morales d'ailleurs? Donc on va avoir des nouvelles parties prenantes. Et ça nous amène un cran plus loin. Ça nous amène au cran de la responsabilité. Parce qu'en fait, ces mesures, elles servent à quoi? Elles servent à montrer des responsabilités ou des bonnes actions. Bon, la responsabilité, en général, c'est quand on a fait quelque chose de mal, mais ça peut aussi être quand on a fait quelque chose de très bien, bon, comme votre exemple de cette entreprise avec ses bouteilles à eau. Et donc, se pose fondamentalement aujourd'hui une question de qui est responsable de quoi. Et là, ça vient vers nous en tant que consommateurs. Qu'est-ce qu'on consomme ou pas? Est-ce que je refuse de prendre une bouteille en plastique ou pas? Mais ça remonte jusqu'au board. Le board, le conseil d'administration d'une entreprise, de quoi est-il responsable aujourd'hui? Je mentionnais l'exemple de Boeing tout à l'heure avec Aesian, parce que jusqu'à présent, le board c'est toujours considéré comme non responsable des décisions opérationnelles. Et maintenant, les législateurs américains disent à Boeing, non, après la première chute de l'avion, vous auriez dû mettre en place, vous, CA, un comité de sécurité. Vous l'avez pas fait, donc vous êtes en tort et on va vous poursuivre individuellement. Waouh! Bon. Est-ce que demain, j'aime bien l'exemple de Nestlé que vous avez donné tout à l'heure. Il est excellent parce que est-ce que demain, aujourd'hui, les actionnaires ont peut-être envie de dire, ouais, d'accord, bon, c'est sympa, vous voulez garder l'usine, mais enfin bon, au niveau économique, le même capital investi ailleurs, il rapportera plus. Bon. Mais aujourd'hui, heureusement, j'espère pour le CA de Nestlé, les gens disent, ben oui, peut-être, mais il n'y a pas que l'actionnaire et son retour qui compte, il y a notre rapport à la société. Et donc, nous sommes responsables, c'est exactement ce que dit la loi Pacte, hein, nous sommes responsables devant autre chose que simplement les actionnaires. Et je crois que là, il y a vraiment elle est là la révolution. C'est la révolution de la responsabilité des personnes individuellement, des institutions de gouvernance, des gens comme vous qui mettez en place des instruments de mesure, parce que sans eux, on va pas pouvoir aller très loin, de nous tous individuellement par rapport à nos comportements. Et là, pour moi, elle est vraiment là, la révolution. Et du coup, se pose la question de la réputation. C'est que qui dit responsabilité, dit évidemment responsabilité devant le risque réputationnel. Dingue, ce truc. Vous l'avez pas dit dans votre dernière, la fin de votre exposé, responsable vis-à-vis des parties prenantes de tous ces publics. Et j'ai envie de vous poser la question, Philippe Bernard, est-ce que dans cette démarche que vous avez entreprise depuis 2018, vous avez été amené à parler à des publics? Alors certes, vous avez dit que vous parliez moins à vos clients, parce qu'il y a une organisation relation client nouvelle, mais est-ce que vous parlez plus ou à plus à certains publics ou à des nouveaux publics dans les territoires où vous êtes implantés? Alors, honnêtement, non. Aujourd'hui, le capital immatériel me sert et nous sert surtout à mesurer notre évolution. Et nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de problèmes que nous avions. De là, donc nous, nos clients, ce sont vraiment que des professionnels.
des agriculteurs, des industriels, des maçons, des forestiers, des bûcherons, voilà, ou des entreprises de paysagistes. C'est vraiment nos clients. Aujourd'hui, ils sont pas très intéressés parce que comment dire, est-ce qu'on a un impact sociétal ou pas? C'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est est-ce que nous sommes là pour les satisfaire, pour répondre à leurs demandes, à leurs questionnements. Oui, ça c'est extrêmement important. Alors effectivement, on travaille avec des grands groupes industriels qui nous disent oui, mais votre plan RSE, qu'est-ce que vous avez écrit, où vous en êtes? Bon, on écrit 3 pages, ils sont contents et puis le dossier il passe quoi. Donc non, mais c'est la vérité. Mais vous avez quand même des liens très forts avec vos partenaires, Caterpillar, tout ça. Vous non, nous on est John Deere, on n'est pas Caterpillar. John Deere, Manitou, Toyota, Kubota, vous voyez, donc c'est que des leaders mondiaux. On n'a plus de lien de lien relationnel fort avec eux comme on l'avait auparavant. Aujourd'hui, ils ont, excusez-moi, mais ils ont le même cabinet de consulting mondial. Ça peut être un contre-exemple. Et ils ont la même stratégie mondiale. Donc le relationnel n'existe plus. La seule chose qui compte, c'est la performance durable. Global. Il n'y a plus que l'argent. Il y a aussi la performance, elle est globale, on est d'accord. Elle n'est pas que financière. Xavier, est-ce que, en revanche, je sais qu'il y a un vrai sujet sur l'interne. La transformation d'une entreprise va passer par l'engagement de l'ensemble des publics dans votre projet. Et dans tout projet de transformation, l'interne, on dit souvent, c'est le premier public qu'il faut embarquer dans le projet. Oui, c'est très clair. Nous, on a décidé chez KPMG vous en parliez, et puis la table ronde aussi, d'aller sur le chemin de l'entreprise à mission. Et donc le premier ou les premières parties prenantes, en fait, cette transformation de l'ESG, c'est quand même la révolution des parties prenantes. C'est-à-dire que on imaginait en avoir 2 ou 3, et on s'aperçoit, notamment grâce aux réseaux sociaux, et on revient au sujet de la réputation, qu'on en a des milliers, voire des millions. Et donc, comment on adresse, et quand on gère une transformation, vous l'avez souligné, la première partie prenante à embarquer, c'est évidemment les collaboratrices et les collaborateurs. Autrement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on le fait à 5 dans un bureau parce que la direction générale a eu une illumination et que tout d'un coup c'est le chemin qu'il faut suivre, ça ne fonctionne pas. Hein, et très honnêtement, nous, on s'est engagé dans cette voie-là avec une consultation de tous nos collaborateurs sur la raison d'être. Hein, et donc, comment enrichir on en avait une, typiquement, décidée à 15 dans un bureau. Voilà. Mais c'était à l'époque, voilà, les temps changent, on va la faire évoluer derrière avec des objectifs, et notre sujet aujourd'hui, c'est d'être cohérent. Je ne sais pas si c'est Nicolas qui le rappelait, mais il y a une nécessité de cohérence, et tout ce que nous demandent nos collaborateurs, c'est par rapport à ce qu'on va déterminer ensemble. Derrière, il faut des actions. Dans notre transformation, hein, il faut être de la congruence. C'est-à-dire que, je reviens sur un petit exemple, on a, et c'est très parlant, vous allez voir, dans la transformation, il faut qu'on y fasse aussi très attention, on a sollicité l'ensemble de nos collaborateurs pour participer à une après-midi citoyenne. Donc, on est 10 000, 7 000 de nos collaborateurs ont passé une après-midi à ramasser des déchets dans la France entière. Très bien. On rentre, bon bref, 3 jours après, on est interpellé en disant mais c'est très bien, vous nous demandez mais en fait dans nos bureaux, il n'y a pas de tri sélectif. Oui. Tri sélectif, on n'a pas pensé. Oui, et donc quand on se transforme, en fait, moi je trouve ça fantastique. Ceux qui vont nous aiguillonner, en tout cas, quand on se transforme, il faut vraiment se transformer. On peut pas faire du greenwashing, parce que à partir du moment où on affiche ses ambitions, et même si on fait du greenwashing, on est rattrapé par la patrouille. Et ceux qui nous rattrapent en premier sont nos talents. Et si on n'a pas de talent, alors vous êtes entrepreneurs, il y a aussi des entrepreneurs et peut-être qui nous écoutent. Si on n'a pas de talent, il n'y a pas de boîte, il n'y en a plus. Et vous n'arrivez pas à les recruter. Et donc la pérennité, vous parliez de transmission, la pérennité de votre entreprise, elle est quand même fragilisée grandement. Voilà, donc j'espère qu'au travers de ces quelques exemples, on montre que la transformation, ça doit embarquer et être fondamentalement
Ça doit fondamentalement s'inspirer des collaboratrices et des collaborateurs. C'est quand même eux qui nous guident. Le point de départ. Nicolas Cellier, il y a une dernière question pour revenir sur les sociétés que vous accompagnez, donc avec un impact fort, un impact parfois même en les faisant rencontrer des associations, des publics qu'elles n'avaient pas forcément habituellement l'occasion de mettre dans le business model. Est-ce que ces démarches permettent, de ces entreprises à impact, permettent de diminuer les risques de réputation? Oui et non. Enfin, je pense, vous l'avez dit, il y a une révolution. L'entreprise, elle devient politique. Celui qui n'adresse pas ces sujets-là, ou que ce soit social, d'inclusion environnementale, il est mort. En revanche, celui qui les adresse, mais ce qui n'est pas vraiment authentique, il se met une barre et qui prétend les adresser, alors, qui n'est pas authentique, il est mort aussi. Celui qui est authentique, il va se créer des risques réputationnels parce qu'il va dire, moi je vais nettoyer des plages. Il dit, attends, toi tu fais le bien, mais un peu comme un candidat aux primaires qui dit, attends, mise en examen à De Gaulle, et il se fait, c'est sans doute le mec, celui qui a le moins pris dans le sac de tous ses copains presque, mais lui, c'est lui qui se fait chauffer parce qu'il a affiché, il a affiché une bien-pensance donc on prend un risque d'autant plus fort, et c'est vrai que et ce risque-là, il a un impact très fort, je trouve, dans le leadership, le management. On le voit, les gens qui affichent les entrepreneurs qui affichent qui ont des objectifs en termes d'impact très forts. S'ils traitent mal leurs collaborateurs, qu'ils les cassent, qu'ils ont un management toxique, ils se font rattraper par la patrouille en premier. Et du coup, ça pousse aussi par là à voir comment est-ce que mon management doit être aussi à la hauteur pour éviter un risque réputationnel très fort. D'autant plus j'en surenchéris, plus j'ai un risque potentiel. Et après, je pense qu'il faut accepter aussi qu'on ne le maîtrise pas. Il y a des gens, et ça va très loin, il y a une start-up qui a failli mourir il y a quelques mois parce que 2 salariés s'étaient grimés en africain dans une soirée personnelle, s'étaient allés chez Instagram. Les clients sont partis, les investisseurs ne voulaient pas y toucher, et dès que le patron, qui en plus était assez engagé sur des causes d'inclusion, dès qu'il arrivait quelque part, il se faisait troller, insulter, et la boîte a failli mettre la clé sous la porte pour quelque chose qui, voilà, c'est un pouvoir politique qu'il n'avait pas, qu'il n'a pas contrôlé. C'était des gens chez eux dans le cadre d'une soirée complètement privée, ça a failli tuer la boîte. Ça revient sur la responsabilité des individus, qui est très importante dans les entreprises. Donc il est 16h50. Normalement, on a terminé cette table ronde. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ou sur Internet? On est en train de grappiller un peu sur la pause. Voilà, le sujet, vous avez vu, est passionnant. On n'est pas tous d'accord. On aurait pu débattre, mais bon, on n'a pas imaginé en 45 minutes de résoudre le problème de risque et de réputation. Oui, je voudrais juste ajouter un point sur ce que dit Nicolas à l'instant qui me semble extrêmement important sur la notion d'entreprise politique. C'est-à-dire que, exactement comme un homme politique, on ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde. C'est pas possible. De toute façon, à un moment donné, même si vous avez la majorité avec vous, il y en a qui ne seront pas d'accord. Et ceux-là peuvent avoir aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, une voix extrêmement forte. L'exemple que vous citiez sur les 2 personnes grimées dans une soirée privée, c'est exactement ça. C'est marginal, mais ça nous donne un impact réputationnel considérable. Et on a vu la même chose en politique. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on n'a pas l'habitude dans les entreprises d'être des politiques, en fait. Alors oui, j'avais une question à vous, justement. Vous avez parlé de Sciences Po tout à l'heure, parce qu'en fait, toute la table ronde a évoqué l'impact réputationnel finalement immédiat, le Dieselgate, la start-up que vous avez évoquée à l'instant. Et quand on prend l'exemple de Sciences Po, où vous disiez finalement, aujourd'hui il a démissionné, ça aurait été 15 ans avant, il ne serait pas parti, on n'y aurait presque pas prêté attention. Je me pose la question quand même de l'impact réputationnel sur la durée. Parce que quelque part, est-ce que ces gens-là qui seraient sortis de Sciences Po, qui seraient arrivés dans la société qui est celle d'aujourd'hui, et qui du coup se seraient quand même interrogés finalement sur leur appartenance et de là où ils venaient, est-ce que finalement l'impact réputationnel n'aurait pas eu lieu peut-être avec moins d'effets médiatiques, peut-être avec moins de chocs comme ça, comme on l'a vécu, mais quelque part ce serait dilété dans la durée. Nul ne sait ce que peut donner une réputation dans la durée. Je m'interroge un peu pour Sciences Po parce qu'ils n'ont pas encore remonté la pente. Je m'interroge encore plus pour Volkswagen et Renault. Ils sont loin d'avoir remonté la pente. Mais je crois que le point intéressant ici à avoir à l'esprit, c'est celui que moi j'appelle de la rétro-responsabilité. C'est-à-dire, quand allons-nous être attaqués pour quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait d'ailleurs autrefois et qui était parfaitement acceptable autrefois. C'est-à-dire que des choses qui étaient
acceptées, tolérées, voire légales, à un moment donné, même elles peuvent être encore légales, elles sont plus du tout acceptées ou tolérées. Et à partir de quand est-ce qu'on va demain vous reprocher quelque chose que vous avez fait hier ou aujourd'hui? Moi, j'avais vu François Fillon, parce qu'on parle de lui tout à l'heure, pendant sa campagne, où on parlait déjà de ses employés parlementaires, des assistants parlementaires, et lui disait, on a toujours fait comme ça. Tout le monde a fait comme ça, on avait de la famille, nos assistants parlementaires. Où est le problème? Ça l'était pas à l'époque où il l'a fait. Mais après, on va lui reprocher ça. Qu'est-ce qu'on a pu faire aujourd'hui? Et je parle pas évidemment de tous les abus sexuels qui sont en train de ressortir. Il y a des trucs beaucoup plus simples que ça qui sont en train de ressortir, de comportements ou de décisions qu'on a prises autrefois. Et ça, c'est un vrai problème qui est-ce que je prends aujourd'hui une décision qui peut se retourner contre moi demain d'une façon ou d'une autre? Je vous donne un exemple très personnel et très simple, comme ça, j'engage personne. Je n'aime pas l'écriture inclusive. Je déteste l'écriture inclusive. Donc, je n'écris rien en écriture inclusive. Est-ce que dans 5 ou 6 ans, on me dira, mais enfin, vous n'avez pas écrit en écriture inclusive, mais c'est scandaleux, il faut. Si quelqu'un qui n'a pas écrit en écriture inclusive, on devrait même plus le lire. Bon, c'est possible. Mais j'en sais rien, mais oui, c'est un exemple facile, hein, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on va nous reprocher demain? Alors, un exemple plus simple, enfin plus complexe en fait. Aujourd'hui, on prend en compte certaines parties prenantes. Il y en a qu'on ne prend pas en compte parce qu'elles n'ont pas de personnalité morale, parce qu'on considère qu'elles ne sont pas importantes. Et si dans un an ou dans 5 ans, certaines de ces parties prenantes deviennent extrêmement importantes, on va nous dire vous n'en avez pas tenu compte il y a 5 ou 6 ans. On va avoir cette rétro-responsabilité qui nous tombe dessus. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais beaucoup sur la notion de responsabilité. De quoi sommes-nous responsables aujourd'hui? De quoi risquons-nous d'être attaqués demain en responsabilité? Arrivons-nous à être suffisamment conscients de ce que seront nos responsabilités aujourd'hui et demain? Et surtout, parce que là on arrive même dans le domaine juridique, qui va être responsable? Aujourd'hui, les membres de board, ils sont extrêmement inquiets. Ils se disent, est-ce qu'un demain, on va nous tenir, nous, personnellement, responsables de comportements qu'a eu l'entreprise? Je pense que, c'est une hypothèse, je suis sûr que Total a des difficultés à recruter ses nouveaux administrateurs aujourd'hui. Est-ce que beaucoup de gens ont envie d'être administrateurs chez Total? Je ne crois pas. Bon, et parce que justement, ça pose une question de, est-ce que demain, je vais pas me faire attaquer? Moi, je trouve que c'est une très belle conclusion en forme d'ouverture pour un nouveau débat. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt.